Le droit, tout droit par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 14e numéro de cette émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Une émission à retrouver une fois par mois, réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Ce mois-ci, nous nous intéressons au marché automobile, plus précisément donc à l'achat d'un véhicule, autant à un professionnel qu'à un particulier, les documents obligatoires, les points de vigilance à avoir, les recours possibles en cas de vice caché. On vous dit tout avec nos deux invités. Julien Hédon, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau d'Épinal, avocat indépendant, vous avez votre propre cabinet. Et Laurent Mortet, bonjour. Bonjour. Vous êtes également avocat au barreau d'Épinal, le cabinet BGBJ d'Alain Bégel et consorts. Notamment, et c'est ça. Et vous êtes tous les deux basés à Épinal. Non, vous avez une antenne à Saint-Dié. À Saint-Dié également, voilà. Le cabinet BGBJ. Ok. Allez, merci à tous les deux d'être là donc, pour ce nouveau numéro, 14e numéro déjà donc, de notre émission Tout droit. On s'intéresse donc à la vente de véhicules et au vice caché. C'est entre guillemets le gros problème juridique avec le marché de la voiture. Déjà, un petit mot, Julien Hédon, qu'est-ce que ça représente ces procédures juridiques avec des voitures dans votre activité? C'est une part importante? Oui, alors c'est une part importante, puisque c'est vrai que moi je travaille beaucoup avec des protections juridiques. Ouais. Donc c'est vrai que sans protection juridique, il y a quand même peu de chances de faire ce type de procédure-là, puisque c'est des procédures qui coûtent assez cher en matière de frais d'expertise, en matière de frais d'avocat. Donc c'est vrai que souvent, sur des voitures d'occasion dont le prix est assez peu élevé, le coût de la procédure peut dépasser le coût du véhicule. Donc c'est vrai que généralement, dans cette matière-là, il y a beaucoup d'assurances qui interviennent, et sans ces assurances-là, il n'y aurait pas de procédure tout simplement là. Donc c'est vrai que quand on travaille avec des assurances en protection juridique, on a quand même souvent ce type de procédure. Donc tout ce dont on va parler, ça passe bien souvent par les assurances. Oui, okay. Généralement, oui. Généralement, ouais. Généralement, oui, c'est vrai que ça peut arriver qu'il y ait des procédures qui se fassent sans assurance, mais ce serait pour des véhicules quand même assez chers. Donc vous êtes saisi plutôt par les compagnies d'assurance? Oui, plutôt. Okay. Laurent Mortet, un petit mot sur ce marché de l'automobile. J'ai lu, grosso modo, qu'il y a quelques 5 ou 6 millions de voitures d'occasion qui sont vendues chaque année en France. C'est 3 fois plus que les véhicules neufs. Donc le marché de l'occasion, évidemment, toujours très en forme. C'est ce qu'on voit effectivement dans notre activité avec le contentieux du vice caché qui concerne effectivement également les voitures d'occasion et souvent les voitures d'occasion. Vous partagez l'analyse d'une première lecture de votre activité plutôt via les compagnies d'assurance? Oui, et puis aussi dans les Vosges, ça reste un département agricole, donc on a également des dossiers sur des véhicules professionnels, des tracteurs, des choses comme ça, des moissonneuses batteuses, des incendies, c'est assez intéressant. Bon, effectivement, une activité juridique effectivement dont on a peut-être un peu de mal à imaginer le volume d'activité que ça représente, mais en tout cas évidemment c'est le quotidien et d'où l'intérêt de cette émission. Julien Hédon, première question de base, j'ai envie de dire, c'est une question de Michel qui nous vient d'Épinal. Lors de l'achat d'un véhicule, quelles sont les obligations, les papiers obligatoires? Alors, que ce soit un professionnel ou un particulier? Oui, alors il y a plusieurs. C'est vrai qu'il y a un formalisme qui est imposé, puisque c'est vrai que les véhicules sont immatriculés auprès de la préfecture, donc il faut quand même. Il y a un certain formalisme à respecter pour c'est très réglementé. Oui, c'est très réglementé pour que la vente puisse se faire dans de bonnes conditions. Déjà, il faut bien évidemment fournir le certificat d'immatriculation du véhicule. Il faut réaliser la carte grise. La carte grise, voilà ce qu'on appelle vulgairement la carte grise. Il faut rédiger un document qui s'appelle un certificat de cession. C'est un CERFA à remplir au moment de la vente. Il faut qu'il y ait un contrôle technique qui soit fait pour les véhicules d'occasion dans un délai assez restreint avant la vente. 6 mois. 6 mois, voilà, c'est ça. Sinon, il faut le refaire. Si vous n'arrivez pas à vendre votre véhicule dans les 6 mois qui suivent le contrôle technique, malheureusement, il faut le refaire si vous voulez le vendre après. Et puis après, il faut évidemment respecter toutes les obligations
pour justifier du fait que le véhicule n'est pas gagé. Là, il faut vérifier tout ça. Après, peut-être que mon confrère a d'autres choses à rajouter là-dessus. On voit quelques images du Salon de l'Auto édition 2023 à Épinal, puisqu'elle n'a pas eu lieu en 2024. Ce qu'on vient de dire, ça vaut pour les professionnels comme pour les particuliers. Ah oui, bien sûr. Hein, comme vous dites, c'est très réglementé, c'est pour tout le monde pareil. Ah oui. Vous avez parlé du certificat de langage. Laurent Mortet, c'est quoi ? Alors effectivement, tout simplement, il faut vérifier la situation administrative du véhicule pour être sûr qu'il puisse être juridiquement en l'état d'être vendu. Et pour ça, il ne faut évidemment pas qu'il soit gagé, sans quoi celui qui a tout simplement le droit de gage pourrait faire des actions pour éventuellement récupérer des droits sur le véhicule, etc. C'est-à-dire, de quoi parle-t-on exactement ? Situation de vol, c'est ça Alors ça, c'est encore un autre document où effectivement, il va falloir vérifier qu'il n'est pas volé. Et sachant que ce qui est très important, c'est que c'est une obligation du vendeur de fournir l'ensemble de ces documents. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'obligation de délivrance en droit. Et on a des dossiers aussi, on sort un peu du vice caché cette fois-ci, où les vendeurs ne respectent pas cette obligation. Et pour l'acheteur, il se retrouve en situation de difficulté parce qu'il ne peut pas immatriculer à son nom le véhicule acheté. On a des procédures dans ce cas-là. Parce qu'il manque un document. Parce qu'il manque un document. Et on va avoir des procédures, peut-être en référé pour aller vite, pour forcer le vendeur à fournir ses documents. Et si on ne peut pas immatriculer, on va même pouvoir obtenir la résolution de la vente. Voilà. C'est-à-dire résolution, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors la résolution de la vente, ça aboutit à un anéantissement du contrat qui permet tout simplement de récupérer pour l'acheteur le prix qu'il a versé. Et en théorie, le vendeur doit récupérer le véhicule et la vente n'a plus d'effet. Alors s'il y a déjà eu, si on est auprès d'un professionnel, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de soucis. Si on est entre particuliers, imaginons il y a déjà eu un échange d'argent, les documents en fait n'ont pas été donnés au moment T, mais le vendeur a dit ouais je vous les enverrai la semaine prochaine. Ça arrive. Ça arrive et des difficultés peut-être parfois pour récupérer l'argent. Alors effectivement, des difficultés. Alors si on veut obtenir du vendeur les documents, on va pouvoir demander au juge l'obligation pour le vendeur de les transmettre sous astreinte, pour le forcer à le faire. Et puis sinon, on a ce qu'on appelle les voies d'exécution avec les huissiers qui font ça en revanche pour essayer de recouvrir les sommes, saisir sur les comptes bancaires, etc., etc. Et tout ce dont on commence à parler là, ça passe par les assurances ou ça peut être un particulier donc, qui est en train d'acheter une voiture, qui détermine qu'il peut y avoir un souci, qu'il est en train de se faire avoir, il vous saisit directement. Quid, parce que si on est en train d'acheter une voiture, est-ce qu'on a tout de suite souscrit un contrat d'assurance assez rapidement, bien sûr, mais tout ce qui est protection juridique, etc., ça peut peut-être prendre un petit peu de temps. Alors, il faut le faire avant. Parce que une fois que le problème est là, c'est trop tard pour souscrire un contrat d'assurance, malheureusement. Ouais. Donc, un petit mot important, un petit mot par rapport aux assurances. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut acheter une voiture ? On vérifie qu'on est bien assuré avant. C'est la première des choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est assez indispensable que tout et un chacun bénéficie d'une assurance en protection juridique. Parce que c'est vrai que, en tout cas, dans le domaine si on veut acheter une voiture d'occasion, je pense que on ne peut pas se passer d'une telle assurance. Pardon, j'ai jamais été personnellement confronté à ça. J'ai quelques lacunes. Effectivement. Alors, pardon, mais quand on achète un véhicule d'occasion, on a tout de suite l'immatriculation et tout de suite on souscrit une assurance. On ne peut pas la souscrire avant d'avoir un minimum d'informations. Si c'est un premier véhicule, non, mais en fait, généralement, les assurances en protection juridique, c'est des assurances qui sont liées au contrat d'habitation. Ah, d'accord, voilà. ok. Pardon. Donc, vous pouvez en avoir, même sans avoir de contrat d'habitation, vous pouvez prendre juste un contrat d'assurance en protection juridique auprès de n'importe quel assureur. Ok, donc ça peut être rattaché au contrat d'habitation. Ça marche pour tout, ça ne marche pas que pour les voitures. Tout bien, et ben voilà, c'était une précision importante. Chose qu'on évoque assez régulièrement, la demande de la part d'un acheteur du carnet d'entretien et de toutes les factures, pour avoir un peu une idée bien sûr assez précise de l'état de la voiture. Julien Hédon, c'est obligatoire ou pas ? C'est indispensable. Je pense que. Est-ce que c'est obligatoire ? C'est pas obligatoire, mais je pense que n'importe quel acheteur doit s'assurer que le véhicule a bien été entretenu avant de l'acheter. C'est sûr que le carnet d'entretien, c'est quelque chose qui permet d'avoir une certaine assurance de l'historique du véhicule. Après, il n'y a pas que ça. Mais pour autant, c'est pas rédhibitoire dans une vente, puisque ce n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire, mais
moi, je déconseille fortement d'acheter un véhicule sans savoir quel est son passé. Après, il n'y a pas que le carnet d'entretien, mais c'est vrai que le carnet d'entretien permet de voir si le véhicule a été entretenu dans un garage de la marque du véhicule régulièrement, enfin, si ça a été respecté au niveau des délais d'entretien. Et puis aussi, il y a autre chose qu'on peut regarder, il y a un site internet du gouvernement qui s'appelle Histovec. Histovec, oui, effectivement, pardon. Donc Histovec. Histo, je me permets de détailler, H-I-S-T-O, VEC, V-E-C, tout attaché. Ouais. C'est un site internet. Voilà. Je suis allé. Ouais. Si on ne fait pas la démarche de donner des informations sur ce site internet ou si quelqu'un d'autre ne le fait pas, le véhicule n'est pas renseigné. Ce n'est pas quelque chose d'empirique, je veux dire. Alors non, mais après... on est sur la démarche de déclaration aujourd'hui d'un véhicule qui appartient à quelqu'un. Mais quand il y a des contrôles techniques qui sont réalisés sur le véhicule, il y a un suivi du kilométrage du véhicule qui est fait. Alors ça a un intérêt si le compteur du véhicule a été trafiqué à un moment. Vous le voyez sur Histovec. Ok. Voilà. Histovec, vous tapez ça sur un navigateur, c'est très intéressant. J'avoue, j'ai découvert ce site internet en préparant cette émission avec vous aussi. Laurent Mortet, le contrôle technique, évidemment, c'est le document, c'est l'étape un peu indispensable, primordiale, charnière dans le cadre d'une transaction de véhicule. Vous êtes saisi sur des problèmes concernant le contrôle technique? Alors, pas sur le fond, mais sur la forme. Le délai, Oui. Alors déjà, le contrôle technique, c'est un examen visuel du contrôleur. Donc on ne pourra jamais lui reprocher de ne pas avoir forcément détecté tous les vices cachés. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir détecté les points de contrôle qu'il est obligé de vérifier. Et tout ça est fixé dans Point de sécurité. Exactement. L'acheteur, effectivement, lorsqu'il a le contrôle technique, ne peut plus se plaindre, bien sûr, des vices qui figurent sur le contrôle technique, puisqu'ils ne sont plus cachés par définition, mais ils sont apparents. Dans cette matière, je vais un peu rejoindre une des questions que vous avez posées, c'est que parfois on a du mal à faire exécuter les condamnations financières des vendeurs de voitures. Une des solutions qu'on a en droit pour être sûr d'obtenir le paiement, c'est de multiplier finalement les personnes qui peuvent régler, car on ne tombe pas à un œuf, comme on dit dans notre jargon. Et souvent, dans une action en vice caché, ça peut être l'occasion non seulement de faire une action contre le vendeur, mais également contre le contrôleur technique, s'il n'a pas réussi sa mission. Et puis comme ça, au moins, si le vendeur il est insolvable, le contrôleur technique, peut-être qu'avec lui, on aura plus de chance. Donc dans la pratique, on met en cause régulièrement les contrôleurs techniques, à condition, évidemment, de montrer qu'ils n'ont pas réussi à détecter ce qu'ils auraient dû faire. Et les images que l'on voit de contrôle technique, ce sont des images de nos archives, donc aucun lien, bien sûr, avec le thème direct de cette émission. Mais ça illustre quand même le contrôle technique, bien sûr. Je veux salir aucun contrôleur technique. On est bien d'accord, C'est une petite précaution importante. Allez, une question on parlait, depuis cette émission, on a parlé des vices cachés. On va rentrer dans le détail parce que c'est aussi l'autre gros sujet dans le cadre d'une transaction de véhicule. Question de Hamad, justement, de Saint-Dié-des-Vosges. Précisément, quels sont les critères pour qu'un défaut soit véritablement considéré comme un vice caché? Julien Don, c'est quoi un vice caché en fait? Alors il y a 3 conditions à remplir pour définir un vice caché. Ils sont définis à l'article 1641 du Code civil. Le premier, c'est déjà qu'il faut qu'il y ait un vice. Il faut qu'il y ait un vice qui soit antérieur à la vente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit survenu après la vente, il faut que le vice existe au moins en germe au moment de la vente. Qui est, j'imagine, le point délicat. C'est quand même la déterminer de quand ce vice caché, Voilà. Alors, on parlera après, ça se démontre par expertise généralement, mais voilà. Première condition, c'est ça. Deuxième condition, il faut que ce vice soit caché, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il soit apparent. Il ne faut pas qu'on puisse, lors d'une simple visite du véhicule, constater qu'il y a un vice. Par exemple, si la carrosserie est défoncée au moment où vous achetez le véhicule, c'est clairement apparent. Ça, c'est vu par le contrôle technique. Voilà. En général, les vices cachés qui affectent les véhicules, c'est des vices qui affectent le moteur ou des organes internes du véhicule. Vous avez 2-3 exemples en tête comme ça? Une boîte de vitesse, un moteur, voilà. Un peu fatigué? Très fatigué, généralement c'est ça. En fait, généralement, y a le cas typique du vice caché, c'est un véhicule qui suffit à rentrer chez soi et puis après qui ne roule plus.
Et Ça qui, arrive. dans le cadre, je réitère, du contrôle technique, au moment T, le moteur il tournait bien, Voilà. peut-être parce qu'il n'avait pas beaucoup roulé avant, ou voilà. Parce que oui, D'accord. il y a des méthodes un peu de voyous qui permettent de maquiller un peu tout ça pour que ça passe au contrôle technique. Et puis D'accord. après, voilà, c'est sûr que ça ne tient pas au long terme. Donc ça, c'était la deuxième condition. Et la troisième condition, il faut que le vis rende le bien impropre à sa destination ou en diminue fortement l'usage. Grosso modo, il faut que ça empêche le véhicule de rouler ou de rouler convenablement, en toute sécurité. Je réitère, de quoi parle-t-on précisément, par exemple, dans ce cas-là? Un moteur qui ne fonctionne pas, un moteur qui fonctionne qu'à un certain régime et qui permet pas de fonctionner. Ou alors, Au niveau du roulement, ou alors de au niveau vitesse, du tout ça châssis, un châssis corrodé, très rouillé, qui menace de lâcher. Ok. Donc, Un problème de sécurité. problème de sécurité. Ah, les ceintures, les ceintures, elles sont pareilles, elles sont vérifiées au contrôle technique, Ouais. mais on peut imaginer que... Ça, c'est rare parce que ça coûte pas très cher. Ouais. Ouais. D'autres exemples en tête comme ça de Un vis cachés, Laurent Mortet? un airbag défaillant, Ouais. par exemple, des problèmes de voitures trop basses, qui n'assurent pas une bonne tenue de route. Voilà Ouais. des choses qu'on voit régulièrement. Ok, on a brossé dans les Ouais. grandes lignes ces vis cachés. Ça roule. Question. Et Après, tiens, il y a quand même une dernière condition, la condition bonus. C'est l'article 1645 du Code civil, c'est-à-dire que c'est la mauvaise foi du vendeur. Parce que une fois qu'on a réuni ces trois conditions-là, quelle est la conséquence de tout ça? C'est qu'on peut obtenir la résolution de la vente, dont mon confrère parlait tout à l'heure, c'est-à-dire on revient sur la vente, l'acheteur récupère son argent et le vend, et il restitue le véhicule à son vendeur. Ça, c'est si on réunit les trois premières conditions, on a ça, mais on n'a que ça. Si l'acheteur réussit à démontrer en plus que le vendeur avait connaissance de l'existence de ce vice-là au moment de la vente, c'est-à-dire s'il était de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il savait pertinemment que son véhicule avait été affecté d'un vice caché, mais il a quand même décidé de le vendre en connaissance de cause, à ce moment-là, le vendeur peut être condamné à rembourser à l'acheteur tous les dommages et intérêts qui sont la conséquence de cette vente. Oui, Donc, certificat d'immatriculation, assurance. Si il a été nécessaire de louer un véhicule pour remplacer ce véhicule-là, pour aller travailler, etc., on peut obtenir... Et ça peut représenter une somme d'argent assez colossale. Alors, vous avez en partie répondu à la question qui était une question de Francis de Vittel. Justement, quels sont les éléments... Là, on a déterminé le vice caché, mais quels sont les éléments, les preuves que je dois réunir pour déterminer un vice caché et donc intenter une action en justice, donc soit via la protection juridique de son assurance, ou soit directement, comme ça peut quand même, j'imagine, arriver. La procédure juridique, Laurent Mortet, comment ça se passe concrètement? Expertise obligatoire. En droit de la bagnole, on ne peut pas se passer d'une expertise. Donc par un expert auto, oui, c'est ça. que l'on saisit soi-même ou qui est envoyé par Alors, l'assurance? c'est là qu'on retombe sur la question si les gens ont une protection juridique ou pas. S'ils ont une protection juridique, souvent, on va avoir une expertise dite amiable, c'est-à-dire sans l'intervention du juge, pour essayer d'avoir un arrangement au début. S'il n'y a pas d'arrangement, on va se servir de cette expertise amiable pour obtenir une expertise dite judiciaire. C'est une action spécifique en référé. L'expert judiciaire, il est totalement indépendant des parties. Donc une fois qu'il fait l'expertise, c'est la preuve parfaite qui n'est jamais remise en cause. Il faut d'abord faire cette première action judiciaire avec une expertise. Souvent, il y a une seule réunion qui se passe, ça suffit. Évidemment, tous les cas sont différents. L'expert va venir étudier le véhicule et il va rendre son rapport pour établir ou non l'existence des conditions qu'a expliqué brillamment mon confrère Julien. Si l'expertise démontre que les conditions du vice caché sont réunies, si on n'a toujours pas d'arrangement, il faudra faire une deuxième action au fond cette fois-ci, où on va demander des sous. Et cette fois-ci, évidemment, si la mauvaise foi du vendeur est établie, c'est là que c'est un peu le jackpot, on va pouvoir demander le préjudice de jouissance, etc. etc. Voilà. J'imagine qu'une expertise qui est saisie en dehors d'une assurance, via une assurance, ça peut coûter très cher. Une expertise, un peu comme tous les experts, c'est des démarches qui sont onéreuses. En fait, ça coûte cher.
au final, si on gagne son procès, ça ne coûte rien. Oui, voilà. bien sûr. Mais c'est sûr qu'il faut avancer les frais. Le tribunal, en référé, quand il rend... parce qu'en fait, c'est vrai, initialement, on saisit le tribunal en référé pour demander la désignation d'un expert. Donc, si le tribunal fait droit à notre demande, on a une décision qui désigne un expert et qui demande à l'acheteur de verser une consignation sur les frais de l'expertise. Et donc, ces frais d'expertise-là, ils vont dépendre de la complexité des opérations d'expertise à réaliser. Si c'est simple, ça peut se limiter à 1 000 €. Mais s'il faut démonter tout le moteur, toute la boîte de vitesse, etc., tout le véhicule, ça peut très vite monter jusqu'à 3 000 à 4 000 €. Donc c'est sûr que ça, c'est les frais-là qu'il faut avancer. Et qu'on n'est pas certain de récupérer, puisqu'on n'est pas sûr, par définition, de gagner son procès, et on n'est pas sûr non plus que même si on le gagne, la partie adverse soit solvable. Donc il faut faire attention. D'où la vigilance de mise dès le début. Oui, après, les vices cachés, j'imagine, effectivement, c'est une grosse part de votre activité. Dernière question, de façon un peu plus globale, mais qui inclut tout ça. C'est une question de Patrick, justement, de Golbet. Ce sera la dernière question qu'on va mettre à l'antenne. Mes droits diffèrent-ils selon que j'ai acheté mon véhicule à un professionnel ou à un particulier ? Quid de cette histoire de garantie dans le cadre d'une vente, Julien Hédon ? Alors, dans le cadre de la garantie des vices cachés, il y a une différence notable, c'est sur la condition bonus dont je vous parlais tout à l'heure, la condition de la mauvaise foi du vendeur. En fait, un professionnel est considéré comme ayant nécessairement connaissance des vices qui affectent le véhicule. Donc, il sera considéré de mauvaise foi par définition. Si vice caché il y a. Si vice caché il y a. Donc là, c'est plus simple pour l'acquéreur de se retourner contre... Enfin, en tout cas, d'obtenir une indemnisation complète de son préjudice s'il se retourne vers un professionnel. Maintenant, professionnel ne veut pas non plus dire que ça va être plus facile, parce qu'il y a professionnel et professionnel. Il y a des enseignes qui ont pignon sur rue et sur lesquelles on aurait pu commencer par cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les concessionnaires, mais il y a de plus en plus de vendeurs. Oui, c'est ça, de vendeurs auto, des revendeurs auto, c'est le terme, me semble-t-il. Ils sont de plus en plus nombreux. Il y en a qui ont pignon sur rue, comme vous dites, mais attention. Voilà. Alors, non, mais en fait, ce qu'il faut vérifier, moi, ce que je vérifie d'ailleurs, la première chose que je vérifie quand j'ai un dossier de ce type-là, c'est l'ancienneté du vendeur. Il faut simplement regarder sur Internet, sur les sites qui référencent les sociétés, pour regarder quand cette société-là a été créée. Généralement, c'est toujours pareil, les petits vendeurs auto, ils ont 2 ou 3 ans d'ancienneté. Et on se retrouve avec des dossiers de vices cachés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur une petite société comme ça, on sait qu'on va avoir du mal à faire du recouvrement derrière, puisqu'elle n'a pas l'assise financière d'une société qui est plus ancienne. Voilà. Donc si j'ai un conseil à donner aux gens qui nous regardent et qui veulent acheter une voiture, c'est de vérifier l'ancienneté de la société à laquelle ils veulent acheter une voiture. Si elle est toute jeune, attention, vigilance. Vaut peut-être mieux se tourner vers une société qui a plus d'ancienneté et vers laquelle il sera plus facile de se retourner si jamais on doit aller récupérer de l'argent par une voie judiciaire. Laurent Mortet, vous confirmez, j'imagine que des dossiers juridiques tendus avec des concessionnaires de grandes marques, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Parce que ça se fait avant de façon très professionnelle. On peut aller au contentieux contre eux, mais on est sûr au moins qu'ils pourront payer à la fin. On a donné beaucoup de conseils aux acheteurs, mais on a peut-être un petit tips à donner aux vendeurs, à qui on a peut-être fait peur aujourd'hui. La garantie des vices cachés, elle peut être exclue dans un contrat pour un vendeur particulier. Pas pour un vendeur professionnel, mais pour un vendeur particulier. C'est-à-dire, racontez-nous ça. Tout simplement, si vous vendez votre voiture, vous rédigez un contrat, tout simplement, en rappelant le prix de vente, et vous prévoyez une clause en disant tout simplement que vous excluez de cette vente, en particulier, la garantie des vices cachés. Et comme cela, votre acheteur ne pourra pas vous attaquer. Quand j'ai vendu ma voiture, évidemment, j'ai prévu
ce contrat et j'ai rédigé ces petites clauses. Et puis comme j'ai fait ça que pour le plaisir, je ne me suis même pas facturé d'honoraires à moi-même. Et voilà. Après, c'est se mettre une épine dans le pied aussi, parce que ça peut distiller un certain doute chez l'acheteur, évidemment. Ah bah, peut-être. Après, ça ne marche qu'en cas de bonne foi. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Ça marche qu'en cas de bonne foi et ça peut dissuader. En tout cas, c'est un terme juridique et vous avez bien fait de nous le préciser. Merci beaucoup, Laurent Mortet. Voilà, beaucoup d'informations très techniques sur cette thématique de la vente de voitures et généralement des vices cachés. Donc, on a essayé d'aborder dans cette émission. Merci à tous les deux de votre participation et bonne continuation dans vos cabinets respectifs. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.